Bonjour à toutes et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la suite du cours de géographie de la population, celui qui porte sur les structures démographiques. Et donc, ça sera la deuxième partie, c'est-à-dire celle qui porte sur les structures démographiques en fonction du sexe. Vous avez donc ici le plan, hein, on a vu les structures démographiques en fonction de l'âge. Maintenant, il s'agit de voir les structures démographiques en fonction du sexe. Or, pour étudier, ces structures démographiques, on va utiliser la notion de sex ratio, alors en anglais sex ratio, qui a été francisé sex ratio avec un E. On parle aussi de rapport des sexes ou de rapport de masculinité. Dans tous les cas, il s'agit de la même mesure, hein. L'idée, c'est de donner le rapport entre le nombre de garçons et de filles au sein d'une population. À avoir en tête, le sexe ratio naturel à la naissance, il est de 105 garçons pour 100 filles, hein. C'est légèrement supérieur pour pour les garçons, il y en a un petit peu plus qui naissent. On ne sait pas pourquoi, hein, mais c'est quelque chose qui existe dans toutes les espèces vivantes, hein, où il y a une inégalité de naissance entre mâles et femelles, hein, et ça varie selon les espèces. Première chose qu'on va voir dans les différences entre, hommes et femmes dans les structures démographiques, c'est l'espérance de vie et l'espérance de vie qui est plus longue en fait pour, les femmes que pour les hommes. Si on regarde cette pyramide des âges du monde, hein, on voit que, même si à la naissance, donc il y a un léger avantage au nombre de naissances en faveur des garçons, hein, 105 pour 100 filles, hem, on voit que quand on va vers le haut de la pyramide des âges, il y a un peu plus de femmes, ce qui montre donc qu'elles ont une plus longue espérance de vie. Si vous avez, la moyenne, l'espérance de vie moyenne des hommes, elle est de 68,3 ans, alors que celle des femmes est de 72,7 ans. Donc elle est, un peu plus de 4 ans plus longue, pour les femmes. Et donc pourquoi? Bah, ça s'explique parce qu'il y a moins de décès, hein, donc il y a 2 aspects, moins de conduite à risque et a priori, globalement, une légère meilleure santé. Et ce qui est intéressant, c'est que cet écart, hein, dans la pyramide des âges là, qui se voit sur les stages les plus, enfin les niveaux les plus élevés, de cette pyramide du monde, hein, elle se voit pas dans les pays les plus pauvres puisque la meilleure, santé des femmes ne compense pas les inégalités entre hommes et femmes, qui fait que dans les pays les plus pauvres, la plupart du temps, les femmes ont un moins bon accès aux soins et à l'alimentation, hein, donc c'est quelque chose qui ne se voit pas sur toutes les pyramides des âges. Et on va regarder maintenant le pays où l'écart entre les hommes et les femmes est le plus, important, en termes d'espérance de vie. Alors on retrouve la pyramide des âges de la Russie, puisqu'il s'agit de la Russie, hein. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est la première fois qu'on l'a vu, mais je ne l'ai pas commenté parce que je le gardais pour ici. On a un décalage très fort, hein, entre les hommes et les femmes, qui est le décalage d'espérance de vie le plus élevé avec, en 2017, 10 ans d'écart, hein, entre l'espérance de vie des hommes et des femmes. Et ce décalage, hein, est attribué à, la plus forte mortalité des hommes et notamment lié à la forte consommation d'alcool par les hommes qui, consomment 8 fois plus d'alcool que les femmes, hein, en Russie, alors que, la consommation d'alcool représente un quart des décès des moins de 55 ans, avec des effets directs sur la mortalité, par exemple des maladies cardiovasculaires et des effets indirects, ce qu'on va appeler des comportements mortifères, c'est-à-dire qui vont induire des décès, hein, des pratiques à risque qui vont induire des décès. Par exemple, en Russie, il y a de nombreux accidents de la route causés par des personnes qui conduisaient ivres, hein. Voilà. Donc évidemment, il n'y a pas que l'alcool qui est pris en compte, mais c'est une grande différence dans les modes de vie des hommes et des femmes qui participent à expliquer cet écart dans l'espérance de vie. Donc voilà, ça c'est un constat qu'on a dans beaucoup de pays, cet écart. Un autre constat qui est intéressant sur les structures démographiques en fonction du sexe, qui là pour le coup est moins diffusé, c'est, la différence, de sex ratio, donc d'écart entre, les filles et les garçons qui serait favorable aux garçons, quand bien même, ce qu'on a vu, il y a un peu plus longue espérance de vie pour les femmes. Et on va commencer par faire un état des lieux dans le monde. Parce que, bah, le constat, hein, c'est qu'à l'échelle mondiale, on est dans une situation où on
on a une domination masculine dans presque toutes les sociétés et cette domination masculine a des conséquences sur la structure démographique par sexe puisqu'elle exprime une préférence pour les garçons et donc si on regarde cette carte, des masculinités des naissances dans le monde, hein, avec un seuil naturel à 105, on voit, que dans certaines zones du monde, il y a un nombre de garçons à la naissance qui est supérieur à celui du solde naturel. Ça concerne, essentiellement l'Asie, mais aussi quelques pays du Caucase et certains pays du bassin méditerranéen. Et si on regarde sur des chiffres précis, ici vous avez un tableau, hein, qui montre, des pays où on a le rapport de masculinité, donc le sex ratio, qui, est favorable aux garçons dans quelques pays sur la période 2008-2014. Et ce qu'on voit, c'est que sur cette période-là, c'est la Chine qui a le taux de masculinité, le sex ratio, en faveur des garçons le plus élevé au monde en 2014 puisque pour, 100 naissances de filles, il y a, presque 116 garçons, qui naissent. Sachant qu'en plus ce chiffre, hein, si on revient un peu, en arrière, le sexe ratio était encore plus défavorable aux filles avant, puisque si on a le chiffre de 2004, en 2004 en Chine, il y avait 124 naissances de garçons pour 100 filles. Ce qui fait qu'en fait, puisque chaque année, il y a un déséquilibre de naissance entre les garçons et les filles, qu'entre la période entre 1990 et 2012, il manquait entre 700 000 et 1 million de naissances de filles par an. Donc 10 des naissances de filles de cette période étaient absentes, du fait, enfin, on va expliquer pourquoi en fait, après. Donc là, vous avez une liste de pays, qui montre, des zones où on a un sexe ratio favorable aux garçons. Donc ça concerne assez peu de pays en nombre de pays, mais ça représente une forte importance en termes de volume démographique, puisque on retrouve dans ces pays, des pays comme, bah, la Chine et l'Inde notamment, qui sont les 2 pays les plus peuplés au monde et donc si on prend l'ensemble de ces pays, on retrouve quand même 40 de la population mondiale, qui a un sexe ratio, on va dire, favorable aux garçons, au-delà du solde naturel. Et donc comment on va expliquer ça, hein? Comment c'est possible que si le solde naturel de naissance, est en faveur des filles enfin de 105, comment il peut monter à jusqu'à 110-115 pour certains pays? Et bien, c'est lié en fait à des techniques, on va dire, avant la naissance d'abord, avec des techniques de sélection, qui expliquent, la masculinisation de certains pays, avec des techniques, qu'on va appeler, hem, des techniques d'imagerie médicale, donc c'est ce qu'on appelle l'échographie, qui permettent de connaître le sexe du bébé avant la naissance et donc de donner lieu à des avortements sélectifs si c'est une fille. Donc des avortements sélectifs, on décide d'avorter si c'est une fille et on garde l'enfant si c'est un garçon. Donc la diffusion, des progrès comme, l'échographie a participé à accentuer les écarts de sexe ratio, et donc ces progrès de la médecine, hein, ils continuent avec des tests prénataux, donc avant la naissance, qui peuvent être effectués encore plus tôt, et voire même des cas très rares, hein, mais de sélection de l'embryon, pour, par exemple, des fécondations in vitro, dans quelques pays, donc pour des fécondations in vitro, c'est-à-dire, médicalement assistées. Donc même si c'est encore très limité, par le coup, hein, on a, une diffusion des progrès médicaux qui permettent de connaître le sexe de l'enfant, qui donne lieu parfois à des avortements sélectifs et qui expliquent, le sexe ratio déséquilibré à la naissance. Mais le sexe ratio peut continuer à se déséquilibrer après la naissance et là, c'est le cas où on a, une négligence, auprès des, petites filles, qui connaissent une mortalité plus élevée, que les garçons, lorsqu'elles subissent une discrimination sur l'alimentation, les soins, la vaccination. En gros, des parents vont plus s'occuper de leurs petits garçons que de leurs petites filles, ce qui va conduire à une surmortalité des petites filles et parfois, et c'est marginal, c'est plus rare, mais ça arrive, des abandons, de petites filles, voire des infanticides, donc des assassinats des petites filles. Et là, je vous ai mis, alors ça, il faudra faire pause pour le lire, hein, mais un extrait d'un article sur les infanticides en Inde, avec l'histoire
d'une jeune fille, hein, Sugan, qui, explique, comment elle s'est rendue compte et qu'elle a appris qu'en fait, il y avait une sélection, hein, des enfants pour garder que les garçons. Elle, en 1 siècle, hein, dans la communauté dont elle vient, dans sa caste, il y a c'est que la deuxième petite fille à avoir été gardée en 1 siècle. Donc voilà, on se rend compte, voilà, des enjeux autour. Et donc ça, c'est, comment, on parvient à déséquilibrer un sexe ratio. Là, l'autre question qui est importante, hein, c'est, qu'est-ce qui explique, ce déséquilibre au niveau du sexe? Donc quelles sont les différentes causes qui expliquent qu'un sexe ratio soit plutôt masculin dans certains états? Et donc le 1er point, hein, le premier facteur, c'est, une préférence pour les garçons et je vais prendre 2 exemples, hein. On peut reprendre l'idée de l'Inde qui était donnée avant, hein, mais qui concerne d'autres pays. C'est le coût des filles en Inde ou dans d'autres pays et notamment, lié à la dot. La dot, c'est l'héritage en fait d'une fille, hein, donc l'argent et les biens qu'elle reçoit à son mariage, avant de s'installer dans la famille de son époux. Donc c'est de l'argent qui est versé par la famille de la fille, au moment du mariage et c'est très important, en fait, cette dot, puisque la qualité de la dot peut avoir une influence sur la possibilité d'une fille à se marier. Il y a un enjeu de statut social où, venir d'un statut, social élevé implique d'avoir, une dot très importante, avec beaucoup d'argent, mais aussi des voitures, des biens électroménagers et cetera. Donc ça coûte très cher. Sachant qu'à l'origine, c'est une pratique d'équité pour que les filles reçoivent aussi une partie de l'héritage, mais ça devient une cause, en fait, de ne pas vouloir de filles pour ne pas qu'elles coûtent de l'argent au moment de son mariage et il existe un proverbe indien, qui dit en substance, hein: «Élever une fille, c'est comme arroser le jardin du voisin». Donc qui montre bien, cette idée très ancrée, hein, que ça n'est pas intéressant d'avoir une fille et ça se retrouve aussi, alors j'ai pas retrouvé de photographie, hein, mais avec la diffusion de l'échographie, des cliniques qui pratiquent l'échographie et l'avortement, qui, affichent comme publicité: «Dépenser 5 000 roupies maintenant et économiser 500 000 roupies plus tard». Donc on voit bien qu'il y a un enjeu, financier. Donc ça, c'est le premier point. Autre, exemple qui illustre la préférence pour les garçons, c'est dans les sociétés où l'héritage est patrilinéaire. C'est-à-dire l'héritage se transmet seulement de père en fils et non sans passer par les filles et donc il y a dans ces sociétés-là, il y a vraiment un enjeu d'avoir un fils et pas forcément une fille pour que l'héritage puisse continuer à, on va dire se passer, aux différentes générations. Donc c'est aussi une raison qui peut justifier une préférence pour les garçons. Voilà 2 exemples concrets, hein. Ça peut être lié aussi, enfin simplement, à, du sexisme dans la société qui a induit une préférence pour les garçons. Autre, 2e grand facteur qui explique les sex ratios favorables aux garçons, c'est la possibilité d'accès aux moyens de sélection, comme l'échographie et l'avortement. C'est ce qu'on a vu juste avant, hein. C'est comme ça, concrètement, qu'il y a une action sur, les moyens de, enfin sur les naissances, puisque sans, possibilité, d'avortement sélectif, il ne reste que, la négligence et les infanticides qui donc jouent un rôle moins important, hein. On l'a dit, ça existe, mais c'est heureusement, peu répandu. Et le troisième point qui va, aussi expliquer des sex ratios favorables aux garçons, c'est des contextes de baisse de la fécondité. Et ça se voit beaucoup pour des pays comme, le Vietnam où il y a 1,9 enfants par femme ou la Chine, 1,6 enfants par femme en moyenne. Puisque quand il y a une volonté d'avoir au moins un descendant garçon, mâle, dans ce cas-là, ça devient une nécessité de sélectionner le sexe de l'enfant pour être sûr d'avoir au moins un garçon. Alors que dans des familles où il y a beaucoup d'enfants, 5-6 enfants, la probabilité que parmi ces enfants, il y ait au moins un garçon, bah, est plus grande et donc il y a moins de nécessité de sélectionner, le sexe de l'enfant avant la naissance. Et pour ça, on a une bonne illustration, qui a été faite, sur des statistiques de, sexe, des enfants à la naissance, donc en Chine. Donc là, vous avez un document à comprendre, qui montre la masculinité des naissances en Chine, donc
le nombre de garçons pour 100 filles qui sont nés, on voit donc c'est sur la période 1989-1990. On voit qu'au premier enfant, en fait, le sexe ratio est à peine différent, de, celui naturel et c'est en fait à partir du deuxième enfant, heu, dans une famille qui aurait déjà eu une fille, que là, on voit, qu'il y a une surreprésentation des garçons. Donc si, il y a déjà une fille, le deuxième enfant a plus de chances d'être un garçon. Il y a plus de chances d'avoir une sélection pour que ce soit un enfant. Et quand dans une famille de 3 enfants et que dans cette famille, il y a déjà eu 2 filles, là, la proportion de garçons dans le troisième enfant est très importante. C'est parce qu'il y a effectivement la mise en place de techniques de sélection, de l'enfant pour que ce soit un garçon et pour qu'il y ait au moins un garçon dans cette famille. Donc ça illustre bien l'idée, que, enfin, que la diminution du nombre d'enfants par, foyer, bah, augmente les chances qu'il y ait une sélection envers des garçons, lorsqu'il y a une préférence pour des garçons et des moyens de sélection. Parce que là, c'est quelque chose qui est très important, c'est que pour qu'il y ait une sélection, il faut bien qu'il y ait les 3 facteurs. Hop, c'est ça, donc c'est juste, voilà, pour revenir, il faut qu'il y ait les 3 facteurs en même temps, et c'est le cas dans toutes les régions touchées par les déséquilibres du sexe ratio. Donc une préférence pour les garçons, une possibilité d'accès aux moyens de sélection et une baisse de la fécondité et ça implique un risque de diffusion de ces déséquilibres des sex ratios, dans des pays où il y aurait 2 des facteurs, mais pas un troisième. Par exemple, il y aurait une préférence pour les garçons, une baisse de la fécondité, mais pour le moment, pas encore de possibilité d'accès aux moyens de sélection. Et donc ça pourrait, changer puisque lorsque, il y aurait eu, on va dire une autorisation plus grande, par exemple à l'échographie, à l'avortement, que certains endroits où les 2 autres facteurs existent, l'apparition du troisième crée un déséquilibre, entre les sexes. On le voit par exemple sur cette carte, hein, le statut de l'avortement dans le monde, qui est interdit dans encore beaucoup de pays, que vous avez, ici, bah, sur les couleurs, plutôt rouges et qui, s'il devenait légal, pourrait peut-être, s'il y a les 2 autres facteurs, créer un déséquilibre. Donc voilà, ça c'est le risque de diffusion. Heu, Or, ce déséquilibre de sex ratio a des conséquences, hein, des conséquences sur les sociétés qui sont concernées et donc c'est ce qu'on va voir dans cette partie-là. Heu et ce qu'on va voir, c'est que donc, une liste des conséquences donc du manque de femmes dans les pays où il y a un sexe ratio déséquilibré et la première des conséquences, c'est la perturbation du marché du mariage hétérosexuel puisqu'il y a un surplus d'hommes qui, donc a pour conséquence que, une partie des hommes va être contraint au célibat forcé, c'est-à-dire, ne pas pouvoir se marier, puisqu'il n'y a pas assez de candidates au mariage, hein, pas assez de femmes qui prêtent à se marier et donc il y a une saturation du marché du mariage, hein. Il n'y a pas assez, de femmes et trop d'hommes et pour des pays comme l'Inde ou la Chine, avec l'effet cumulatif des générations, où chaque année il y avait moins, de naissances de filles, on estime qu'en 2050 pour des pays comme l'Inde et la Chine, on risque d'être autour de 50 d'hommes de plus à marier que de femmes. Or, le célibat forcé, ça peut avoir des conséquences fortes psychologiques, hein, pour des hommes qui auraient aimé, vivre, en couple, hein. Et donc ça peut conduire même à une marginalisation de la société. D'autant plus que, une des conséquences fortes, c'est des conséquences sociales. Moins de mariages, ça veut dire aussi que donc les personnes n'auront pas de descendants, donc ça va déstabiliser des sociétés fondées sur l'héritage patrilinéaire, donc je vous rappelle dont l'héritage se diffuse, de père en fils. Bah, comme il n'y a plus assez de candidates au mariage, heu, l'héritage donc il y a pas de descendants, donc l'héritage il est perturbé. Mais ça crée aussi dans les dimensions sociales, des conséquences pour les femmes elles-mêmes, hein. Une augmentation, des violences faites aux femmes, heu, qui deviennent, bah, des enjeux, hein, d'autant plus importants qu'il y en a moins et cette violence, faite aux femmes, ça peut être une augmentation
de la prostitution, ça peut être une augmentation des mariages forcés, mais aussi, du trafic de jeunes femmes, hein, qui commence par exemple à apparaître dans des États en Inde où le déficit de femmes est très élevé depuis longtemps. On voit apparaître le trafic de jeunes femmes achetées par des intermédiaires à des familles pauvres et revendues à des célibataires. Donc voilà, de manière générale, une augmentation de la violence faite aux femmes, et des enjeux démographiques, de plusieurs ordres, hein, puisqu'il peut y avoir un développement de mariage avec des filles, venues d'autres régions, voire d'autres pays. En Chine, par exemple, le déficit de femmes est plus important dans les villes que dans les espaces ruraux. Donc ça va entraîner des migrations, des campagnes vers les villes. Puisque pour des hommes urbains, qui ont des revenus suffisants, ils vont s'adresser à des agences matrimoniales qui vont aller les mettre en contact avec des femmes. Et où est-ce qu'il y a des femmes? Bah, dans des régions rurales plus pauvres, donc des femmes qui vont venir vers les villes et même de la part des femmes qui habitent dans les campagnes, elles peuvent se rendre dans les villes en espé où les hommes sont plus nombreux et où elles peuvent espérer se marier afin d'obtenir le droit de rester en ville. Ça va également conduire à une baisse, bah, de la natalité, hein, puisque moins de mariages et moins d'enfants. Donc voilà, ça c'est les conséquences du manque de femmes dans certaines régions du monde et donc ce qui m'amène en dernière, partie pour cette question des structures démographiques en fonction des sexes, aux politiques de lutte contre le déficit de femmes. Puisque tout ce que je vous dis, bah, il y a une prise de conscience progressive, des sociétés concernées du problème et certains gouvernements, alors pas tous et pas avec, la même intensité, hein, commencent à essayer, de mettre en place des mesures pour réduire le déficit de femmes et rééquilibrer en fait le sexe ratio et éviter, ou en tout cas limiter les conséquences dont on vient de parler. Et donc dans ce cas-là, ces politiques de lutte contre le déséquilibre du sexe ratio, hein, vous avez les mesures, à droite, elles peuvent prendre plusieurs formes, soit par des pratiques restrictives, c'est-à-dire par exemple on va, hem, interdire les avortements sélectifs, hein, en raison du sexe de l'enfant, mais ça peut être aussi de modifier les représentations en essayant de faire des efforts de promotion de l'égalité entre les sexes et réduire en fait la préférence pour les garçons en mettant en avant que c'est très bien d'avoir une petite fille aussi. Et pour que, la société perçoive que c'est aussi bien d'avoir une petite fille, il y a aussi tout un enjeu d'amélioration de la condition des femmes et de lutte contre les inégalités qui participent à faire changer les mentalités. Et donc je vous ai mis le graphique pour, du rapport des masculinités avec 3 pays, parce que la courbe qui m'intéresse, c'est celle de la Corée du Sud, qui connaissait, un rapport de masculinité, déséquilibré, hein, qui est monté, à peu près jusqu'à, 114 garçons pour 100 filles, autour de 1990 et qui a mis en place, des politiques et qui a à la fois mis des mesures restrictives et des mesures, on va dire, de modification des représentations avec, dans les politiques restrictives qui étaient appliquées. Parce que des fois ça existe et c'est pas appliqué. En Inde, par exemple, ça existe, mais c'est pas appliqué. Bah, cette fois, ils ont interdit des examens qui permettent de déterminer le sexe du fœtus pendant la grossesse, avec de lourdes peines pour, les gens qui enfreignaient la loi, mais aussi des campagnes pour essayer de changer les représentations sur les femmes et donc cette influence du contexte socio-économique, puisque ça correspond à une période de croissance économique et d'une amélioration de la condition de la femme en matière juridique, d'éducation et d'emploi et donc ça a permis de faire revenir le sexe ratio, en fait, à son solde naturel autour de 105 en 2015. Donc voilà, des politiques qui peuvent être mises en place et qui peuvent fonctionner et c'est donc, bon voilà et c'est donc là-dessus que je m'arrêterai pour, ce cours et je vous souhaite une très bonne journée.